Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo, merci à toi de liker la vidéo, ça te prend 2 secondes, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire au projet Blockchain Capital. Merci à toi aussi de lâcher ton commentaire, une question, un petit let's go, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue dans le futur à tous ceux qui s'abonnent sur cette vidéo comme d'habitude. Merci à toi d'avoir cliqué du coup et j'espère que la vidéo va te plaire, que les news vont te plaire. Et si jamais tu as besoin d'avoir un coach dans l'écosystème crypto ou de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre comment fonctionne la finance, le monde de l'investissement, etc., tu es au meilleur endroit. Rejoins le projet Blockchain Capital. On n'est pas uniquement sur YouTube, je ne suis pas uniquement propriétaire du projet, on est 4 cofondateurs, donc viens regarder ce qui se passe. En attendant, passons aux news. Alors, tu le vois bien derrière, je vous ai mis la lumière bleue parce que depuis qu'on est revenu sur les 26 000 $, on s'ennuie carrément. On a testé plusieurs fois de descendre un petit peu, là tu l'as vu sur le graphique, rapidement, là c'est le donné 5 minutes du Bitcoin. Et on va en parler tout à l'heure. Pour l'instant, sur le crypto bubble, tu vois bien qu'on est bien évidemment à zéro. Hein, on ne bouge pas, on n'est pas bougé du week-end. Et justement, tu le vois encore mieux, pas sur le gala forcément, parce que le gala c'est autre chose. Tu le vois forcément ici sur le graphique du Bitcoin que on est remonté un petit peu là, vraiment tout doucement de cette baisse là qu'on a eu pour essayer d'aller tester de voir les 25 000, pardon. On n'y est pas allé. Je suppose qu'on devrait potentiellement y aller. Je ne vois pas pourquoi on n'y irait pas. On est plutôt sur une phase de baisse actuellement. Les news sont pas forcément très bonnes. Après, comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'avoir des news centralisées qui font péter le câble comme ça ou qui font péter le câble comme ça. Par contre, comme je vous l'ai dit, des news ETF officielles qui pourraient relancer le truc. Officiel, j'ai bien dit, des rumeurs, ça peut relancer le truc, etc. Mais bref, officiel, la SEC, elle a bien expliqué que ce serait pas avant octobre. Donc pour l'instant, on n'attend pas trop ces trucs-là. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est plutôt en train d'attendre de respirer. Et je vais vous apporter des news importantes à ce sujet-là tout à l'heure. Restez bien connectés jusqu'à la fin de la vidéo. Le watch time, tu connais. Et surtout parce qu'il y a pas mal de choses en fin de vidéo, surtout sur Bitcoin. Donc regarde bien ça jusqu'à la fin. Est-ce qu'on ne serait pas dans la semaine actuelle de news macro où il n'y en a pas? Ah, j'ai un peu raté ma phrase, mais en gros, on est dans la semaine. Vous savez qu'en général, sur les 6 semaines de battement entre les FOMC, etc., il y a 1 ou 2 semaines où il y a très peu de news macro prévues. Et c'est là. Il y a quand même à surveiller après-demain l'ISM aux États-Unis, donc voir si on respecte le consensus comme d'habitude. Et nous en Europe on a quand même le GDP qui va tomber avec attendu une hausse Q2 là et une baisse sur le YOY. Bref, regardez ça, c'est assez important quand même sur la zone euro, voir si on arrive à s'en sortir à peu près bien ou quoi. Sinon voilà, après on est assez calme. Et bien évidemment 9 septembre on a l'inflation en Chine qui voilà. On va pas trop rester sur la partie de la Chine là-dessus parce que justement j'ai des news à ce sujet à te dire juste tout de suite. Donc sur les news macro, tu vois que c'est assez calme, tu l'as bien vu, entre aujourd'hui et demain il se passe rien. On a eu le petit GDP en Suisse qui est tombé comme il fallait, comme on l'attendait, donc pas énormément de surprises. Alors, en ce qui concerne les news, il y a quand même pas mal de petits points assez importants qui se sont passés ce week-end, de petits rebondissements, de petites choses que je trouve intéressantes. Celle-ci, c'est une chose que je trouve assez intéressante. Vous le savez que le problème qu'on a actuellement sur Ether, sur la partie depuis qu'ils sont passés en Proof of Stake, c'est la décentralisation. Ils ont perdu énormément de cette décentralisation suite à la migration de The Merge, etc. Et là, ils se sont en train tous les validateurs, tu sais, les protocoles de validateurs, donc les plus gros, c'est, bon, bien évidemment, tu as Rocket Pool, qui est le deuxième plus gros, mais le plus gros que tout le monde connaît, c'est Lido, et tu en as plein d'autres. Et l'idée, c'est qu'ils se mettent d'accord pour se limiter automatiquement à 22% des validateurs d'Ether. Alors, pour l'instant, on en est encore assez loin, parce que je crois que Lido, ils sont vraiment devant tout le monde. Après, il y a Rocket Pool, etc. Il faut regarder les charts, je vous montrerai. Mais ça ferait plaisir d'organiser comme ça pour vraiment axer sur la décentralisation maintenant qu'on a un peu moins décentralisé le protocole d'Ether. Donc ça c'est vraiment très important, affaire à suivre. En tout cas c'est des idées qui sont mises en place et que je trouve vraiment intéressantes. Tu le vois bien là-dessus. Actuellement et ça c'est un signe que je trouve intéressant, c'est que quand même en termes de stacking, les gens veulent stacker sur un protocole le plus décentralisé possible et donc sortent des exchanges. Donc tu vois bien que là par exemple le stacking
sur Binance et sur Coinbase étant négatif, c'est-à-dire qu'en fait les gens sortent en gros leurs Ethers de stacking pour aller les mettre sur des protocoles décentralisés et beaucoup sur Lido comme je te l'ai dit. Après tu as du clean, le OKEx par contre est toujours en train de monter, ça c'est assez étonnant mais bref, t'as Rocket Pool aussi etc. Donc ça fait quand même plaisir de voir que les gens comprennent ce que je vous dis à chaque fois de sortir vos cryptos long terme des exchanges centralisés. Voilà, donc ça fait plaisir, il y en a qui le font, continuez si vous le faites. Voilà la grosse question qui se passe actuellement sur la Chine. C'est pour ça que je voulais vous discuter de la Chine avec vous aujourd'hui, je vous l'ai dit il y a 2 secondes. Et si le prochain Lehman Brothers et la chute de la finance mondiale ne viendrait pas cette fois-ci de la Chine? C'est une vraie grosse question et j'approuve la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de chances que ce soit aux États-Unis, on va pas se le cacher, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a tendance un peu trop à oublier et qu'il ne faut surtout pas louper, surtout par rapport à Evergrande qui est tombé il y a de cela 1 semaine ou 2 semaines que je vous ai donné les informations. Bref, la Chine serait potentiellement au bord du gouffre et ça ne toucherait pas uniquement que la Chine. Je vous ai déjà expliqué que tout est relié, etc. Surtout la partie bancaire. D'accord? Donc, est-ce que le prochain Lehman Brothers pourrait être chinois? C'est des questions que chez le journal du coin ils se sont posées. Je vous invite à lire cet article-là qui est très intéressant, qui vous rappelle du coup la chute d'Evergrande qui s'est déclaré en faillite le 17 août. On a les prêts immobiliers. Donc ça, vous savez que c'est un point très important de signification de la santé d'un pays, d'un État, d'accord? Donc si les gens font beaucoup de prêts immobiliers, ça veut dire qu'ils vont acheter beaucoup de maisons ou investir beaucoup dans l'immobilier, faire de la maison, etc. Et tu vois que là, la Chine, c'est une catastrophe, mais une catastrophe. Pour s'en rire, moi j'étais en Chine en 2017, donc c'était le moment où la foison c'était génial, tout allait très bien. Et depuis, les prêts immobiliers, waouh, c'est une catastrophe. Donc ça fait partie des signes qui sont catastrophiques, c'est ce qui fait que Evergrande est parti en faillite. On en a un autre, on a Country Garden Holding, qui est un des plus gros promoteurs immobiliers, qui est aussi au bord de la faillite. Donc c'est énorme, ok? Et tu vois un petit peu, tu as plein d'autres choses sur Zhongji, Enterprise Group, pardon. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe dans cet article, c'est pas très long et ça peut vous mettre un petit peu la puce à l'oreille sur certaines potentielles crises là qui peuvent arriver en septembre, octobre. Faut voir, ça, on peut passer à côté comme pour moi on l'a déjà fait depuis 2 ans, mais ça peut tomber et ça peut être la Chine, ça peut être beaucoup les États-Unis. Après les autres pays, tu vois que c'est un peu plus calme, mais franchement, regardez cet article, je vous mettrai bien évidemment tout ça dans le Discord comme d'habitude et c'est très important à savoir, à comprendre. On enchaîne. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit celui-là. On a Brian Armstrong donc que je vous présente quand même assez souvent sur le projet de ADA, qui est donc celui qui a créé ADA, qui est un des anciens créateurs d'Ether, etc. Il vous a fait une petite vidéo là de 23 minutes 50, si jamais ça vous intéresse. Franchement, je vous invite à l'écouter, à le lire. C'est parce qu'il a dit dedans 10 idées qu'il est le plus excité à propos de l'écosystème, etc. Bon, il y a des super choses sur la tokenisation, sur les stablecoins, sur pas mal de points qui sont à développer, c'est ça qui est important, et qui, il explique que c'est à développer, mais que c'est en train d'être développé, d'accord? Et pourquoi c'est important de regarder ça? Parce que, effectivement, ces 10 points, je vous invite à le regarder, je suis pas là pour vous faire la lecture du truc, mais regardez un petit peu ces 10 points, et pourquoi je vous dis ça? Parce que les 10 points qu'il évoque, c'est réellement des tendances, hein, tu vois, sur la partie de trouver des stablecoins décentralisés, sur la tokenisation, sur le gaming, sur je sais plus encore les autres trucs, bref. Et ça te donne un petit peu les axes de crypto et de projets que s'ils se développent là-dedans, c'est des réels besoins, donc il y a un potentiel de gain qui peut être intéressant, d'accord? Comme d'habitude, regardez un petit peu ce qui se passe et faites vos propres recherches, très important. On a Ripple qui n'est absolument pas content pardon, j'ai eu la rêve dans ma tête en 2 secondes. Qui n'est pas content du coup de la décision de la juge Torres de savoir d'accepter l'appel de la SEC sur le sujet. Donc en fait ils ont fait une demande, alors ça c'est incroyable, enfin moi ça me fait marrer. Ils ont fait une demande pour rejeter l'appel de la TU. Alors ça passera clairement pas, hein, on va pas se le... Hein. Ne vous leurrez pas, l'appel restera bien là et il n'y a pas de souci. Mais ils essayent. L'avantage c'est qu'en fait ils passent du temps sur l'essai pour dire bah on aura essayé au moins. Tu vois, pour dire si jamais plus tard ils disent ouais, on se bat, ils auront au moins essayé de se battre. Ça passera jamais, mais au moins ils auront essayé de se battre. En tout cas si jamais ça vous intéresse, le document officiel et la dépose officielle de leur plainte entre guillemets, elle est ici. Et c'est important quand même à noter.
Ensuite, c'est ça qui fait bouger le Doge actuellement et qui est un peu la petite dinguerie du week-end. Alors, les rumeurs, je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de tout ce qui se passe, mais les rumeurs, c'est que la biographie d'Elon Musk est censée tomber, qui a été écrite par, je sais plus qui là, on n'a pas le gars qui l'a écrit, bref, on s'en fout, est censée tomber le 12 septembre, d'accord? Et en fait, il y a certaines personnes, dont vous Blockchain, qui ont récupéré des informations qui seraient dans cette biographie. Et parmi ces informations, il y en a 3 qui sont très importantes. La première, je vais donner la plus importante en 3e, ça va être très bien. Là, une notion importante qu'on apprend là-dessus, c'est que, je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, SBF, il avait expliqué, il avait dit, ouais, Elon Musk, je t'aime bien et tout, go, je t'aide à racheter Twitter et je te file 5 milliards de dollars. Vous savez qu'il a racheté ça pour 40 milliards à peu près. Et FTX avec SBF était censé en ramener 5 milliards. On apprend qu'il a absolument rien donné et que du coup les deux se traitent de crazy tous les deux. En tout cas ils ne s'aiment pas du tout. Un peu sur plein de choses. Bref, donc ça c'est une information qui est déjà assez importante. La deuxième information qui est très importante, qui nous explique dessus, c'est que il a toujours voulu créer un système de médias social basé sur une blockchain qui incluait des paiements. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe actuellement avec Twitter, alias X. Donc à la rigueur, ça ne nous apprend pas énormément de choses. Par contre, ce qui fait le bazar de partout sur les réseaux et sur le graphique de Dogecoin, c'est que on apprendrait potentiellement que Elon Musk ne serait pas uniquement fan du Dogecoin, mais qu'il aurait participé énormément à la conception du Dogecoin. Oh, qu'est-ce que c'est beau le petit Dogecoin. Il aurait mis beaucoup d'argent sur le développement de Dogecoin, que ce soit marketingment parlant, mais ça, tu le sais très bien, c'est un petit peu la stratégie d'Elon Musk sur toute sa partie SpaceX et Tesla, etc. La partie marketing, ils mettent pas une thune dedans, c'est lui qui l'a fait, si vous ne le savez pas. Bref, en tout cas, on apprend que lui aurait participé au développement de Dogecoin, de la blockchain, etc. Parce que oui, le Dogecoin, c'est une blockchain comparée à plein d'autres shitcoins, etc. Et c'est ça qui fait un petit peu parler beaucoup de Dogecoin. Mais tu l'as bien vu, sur le graphique, ça ne bouge pas tant que ça. Mais on en parle beaucoup du Dogecoin. On en parle beaucoup sur, potentiellement, ce serait la monnaie de X. Bref, pas mal de points. En tout cas, voici ce qui s'est passé ce week-end. Et il fallait que vous le voyez. En tout cas, on verra bien ce qu'il en est le 12 septembre lors de la sortie de cette superbe biographie sur Elon Musk. On continue. Alameda Research, donc si jamais vous n'avez pas suivi l'histoire, Alameda Research c'est la petite amie d'ailleurs de FTX à l'ancienne, et on a des documents qui sont tombés un petit peu aujourd'hui qui révèlent qu'il y a eu un achat de yacht à 2,5 millions de dollars avec la thune qui est censée être la nôtre. Du coup en fait on revient du coup en août 2022. Où tu vois que tout était lié à, comment il s'appelle, à Trabuco, et qu'on a eu un achat du coup de 2,5 millions là sur vraiment un yacht, et il explique, voilà, c'était la petite discussion entre Caroline, ex de SBF, qui était du coup la PDG d'Alameda Research. Bref, et en fait ils discuteraient de ce bateau-là le 24 août 2022 sur Twitter. Et ça fait un petit peu remonter les informations comme quoi, voilà, il s'amusait vraiment bien avec notre argent. Bon, bref, c'est pas une grosse information très importante, mais je voulais vous la montrer. De temps en temps, il faut mettre un petit peu des trucs fun, sinon on va péter un câble. Alors, ça, c'est une news que je trouve personnellement très importante sur plusieurs points. Premier point, c'est qu'on a MakerDAO qui est en train de réfléchir pour faire une blockchain directement pour leur projet. Alors, MakerDAO, pour ceux qui ne savent pas qui ils sont, c'est le projet derrière le DAI, à savoir, pour moi, l'un des meilleurs stablecoins décentralisés du moment que personne n'aime beaucoup, mais pour moi, je trouve que c'est l'un des plus respectueux de ce que peut être un stablecoin à l'avenir. Bref, donc c'est MakerDAO qui s'occupe de ce truc là, et ils n'ont pas directement leur propre blockchain, et ils aimeraient du coup potentiellement avoir leur propre blockchain pour faire leur développement le plus décentralisé possible. Et ce que je trouve très intéressant, c'est
quelle est la blockchain qu'ils ont décidé de forker? Alors là, pour ceux qui ne comprennent pas rapidement ce que je vous dis, le forker une blockchain, c'est qu'en gros, tu trouves que la blockchain, elle est intéressante, elle est bien construite, elle est bien fondée, donc toutes les blockchains layer 1 comme Ether, Solana, ADA, etc., leur code, tu peux le retrouver, tu peux faire un copier-coller et lancer ta propre blockchain à toi. Ça fonctionnera sur ce truc-là, tant qu'il faut que tu trouves des validateurs, des machins, bref, tu as le truc là-dessus. Mais au moins, le code, tu l'auras, d'accord? Et ils auraient pu choisir n'importe qui. Ils pouvaient choisir n'importe qui, d'accord. MakerDAO, pour moi, c'est des gens qui sont très très sérieux, etc. Et là, ils ont choisi de forker, donc de copier la blockchain de Solana. En tout cas, ils sont en train d'explorer un fork de Solana. Ils auraient pu faire un fork d'Ether, ils auraient pu faire un fork d'ADA, ils auraient pu faire un fork de que sais-je encore. Et ils choisissent Solana. Pour moi, ça prouve des choses que qu'Alex n'aime pas trop. Mais c'est vrai que le projet Solana, t'as beau l'aimer ou tu ne l'aimes pas, c'est quand même un projet, mine de rien, qui a eu pas mal de soucis, mais qui a su quand même vachement bien rebondir. Tu vois, t'as Ludo qui dit mauvais choix par exemple. Moi je trouve que ça peut être un choix intéressant parce que la blockchain de Solana, sur plein de points et plein d'aspects, elle est assez intéressante sur le thème de rapidité d'exécution, genre de trucs, etc. À voir. Tout ça pour vous dire que je vous dis pas qu'il faut investir tout dans le Solana, je vous dis pas qu'ils vont choisir Solana ou Coinbase, mais en tout cas c'est intéressant de voir que la blockchain de Solana est quand même vachement appréciée, bien plus que ce que les gens ne le pensent. En continuant sur le Solana, justement, c'est que tu as encore le petit détective de WooBlockchain. Il y a plusieurs comme ça détectives, hein. Je vous en montre certains qui sont, tu as ZachXBT, tu as WooBlockchain, tu as LookOnChain, bref, c'est des points sur Twitter que vous êtes abonné pour voir un petit peu ce qui se passe. En attendant, vous deviez savoir justement sur le Solana que FTX en détenait énormément lors de sa chute et que du coup ils en ont vendu énormément, ce qui a foutu le méga giga bazar sur FTX, sur Solana plus que sur les autres cryptos parce qu'ils ont tout vendu pour essayer de racheter du FTT, un petit peu à l'image de Luna. Et du coup en fait, il nous explique WooBlockchain en regardant que ce wallet là, qui est censé être un cold wallet d'FTX, parce que FTX n'a pas tout vendu, aurait énormément de Solana, entre autres, avec du Link, du Sushi, du Luna et du YFI. Ça fait partie des différents wallets, cold wallets d'FTX qu'ils ont et qui sont censés, entre guillemets, vendre pour pouvoir récupérer de l'argent pour pouvoir nous rembourser, d'accord. Sauf que du coup, ça peut mettre un giga bazar si tu fais des grosses ventes, s'ils en ont beaucoup. Il y a eu une proposition que je trouve assez intéressante qui a été faite de Anthony Yakovenko, désolé, qui expliquait en arrobase d'Adam Crochant, là, d'Adam Crochant, que on vous a déjà expliqué, qui était un analyste, etc. Bref. Et s'il a assez d'influence avec l'état d'FTX, donc le nouvel FTX 2.0, etc., s'il pouvait expliquer à aux détenteurs des wallets d'FTX, plutôt que de vendre le Solana pour récupérer de l'argent pour après rembourser les clients, directement de rembourser les clients avec du Solana, je pense que, il pense que ce serait le moins pire pour tout le monde, de plutôt directement balancer les Solana en termes de remboursement. C'est une idée que je trouve vraiment intéressante qui serait des alliances comme ça pour bien évidemment préserver l'écosystème crypto, parce que quand tu fous un dump sur Solana, ça fout le bazar sur d'autres trucs, etc. Et c'est pas forcément le but, d'accord. Donc ça, je trouve que c'est des bonnes idées. On verra ce qui se passe. En tout cas, chez Solana aussi, il y a pas mal de points à surveiller en ce moment. On continue et on a l'USDT. Effectivement, je trouve ça important et personne, tout le monde s'en fout, comme là-dessus ici. Pourquoi personne ne l'a notifié? Mais l'USDT a, sur tout le mois d'août, fait que de dépeg. Donc n'a jamais été proprement sur les 1$. Alors il a été en dessous, au-dessus. Et c'est un peu flippant quand même sur l'écosystème quand tu te rends compte qu'il y a plus de 80 milliards d'investis sur l'USDT. Que s'il dépeg complet, ça peut être une catastrophe. Normalement non, hein, parce que du coup l'USDT est géré par une entreprise. Donc en fait ils peuvent bloquer, faire ce qu'ils veulent un petit peu là-dessus. Mais justement, je trouve quand même à noter que c'est pas si sain que ça. Je vous l'ai déjà expliqué, les stablecoins qui sont trop centralisés, j'aime pas beaucoup. Et sur là, on est centralisé déjà sur le stablecoin lui-même, mais surtout on est centralisé sur toute la partie trading et tout. Et nous, les premiers, on est un peu dépendant aussi de l'USDT. Tout est en USDT en termes de gestion de paires de trading. Et c'est un peu malheureux, donc faut pas l'oublier. Pas mal de points sur le sujet.
Et tu vois que les autres à côté, ça va à peu près, sauf au début de l'année où on a eu le gros bazar USDC DAI. Mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et on a eu le TUSD aussi qui a eu un petit moment en juin de dépeg. Mais là, pour le coup, c'est vraiment l'USDT tout seul qui dépeg et les autres sont à peu près sains et sereins. Franchement, à surveiller et ça fait un peu flipper quand même. On continue avec Arkham. Alors vous avez beau aimer ou pas le projet, ça n'empêche que quand même il révèle des informations clés sur la blockchain, c'est assez important. Et il révèle du coup par exemple que Grayscale serait l'un des plus gros détenteurs de projets d'Ether, enfin d'Ether. Bon, Grayscale pour l'investissement, etc. Tu connais un petit peu l'histoire. Et en plus on apprend qu'ils n'ont pas forcément tous les wallets là-dessus. Et il y a quand même une petite vague de stress chez Grayscale parce que Grayscale sont censés détenir 18 milliards d'équivalents en Bitcoin sur ce qu'ils ont annoncé sur leur... chez 12 ou 18, bref, je sais plus combien de milliards qu'ils sont censés détenir dans leur coffre, sauf que, je sais plus si vous vous souvenez, mais à l'époque ils avaient refusé de donner officiellement les wallets de Grayscale où ils détenaient les bitcoins, et même Arkham a galéré à trouver. Ils ont trouvé qu'à peu près l'équivalent de un peu moins d'1 milliard de bitcoin. Donc ça mettait un petit peu le bazar dessus. C'est est-ce qu'ils n'ont pas du tout envie de le révéler, mais ils les ont bel et bien, ou est-ce qu'en fait ils n'ont pas envie de révéler tout simplement parce qu'ils ne les détiennent pas, les bitcoins. Et ça ferait un petit peu flipper, d'accord? Normalement, j'espère qu'ils les ont. En tout cas, c'est une affaire qui est à surveiller. Et vous voyez que tout est vérifiable sur la blockchain. C'est assez important, surtout sur les organismes centralisés comme ceux-ci. À voir et à suivre. On a Robinhood qui annonce justement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais qu'ils se font racheter les parts que SBF avait avec Fidelity Technologies. Ils avaient 55 millions chez des parts de Robinhood et ça y est, se font racheter par je sais plus qui d'ailleurs, je l'ai plus tout à l'heure. Oh, j'avais le truc. Je sais même pas si c'est pas Grayscale justement. Je me suis perdu. Bref, en tout cas, ils se font racheter les parts qui étaient détenues par SBF et qui avaient été saisies par la justice. Mais évidemment, ils n'ont pas filé les thunes à SBF, sinon ça ne fonctionne pas. Mais Robinhood, aussi grosse plateforme, plus gros détenteur de... je sais plus si c'est les Shiba ou si c'est les Doge chez Robinhood. C'est l'un des deux. Bref. Ça, c'est énorme. Alors ça, pour le coup, c'est énormissime. C'est sorti vendredi. Ça me fait extrêmement plaisir, personnellement. Mais enfin, et même Bloomberg le dit en vidéo, ils sont enfin en train de reconnaître et d'admettre que le minage de Bitcoin est bon pour la planète. En gros, pour vous le faire très simple. Il t'explique que voilà, le mining, c'est un nouveau market justement pour récupérer l'excès d'énergie qui aurait dû être jeté à la poubelle. Et ça, pour le coup, c'est très bien. Donc, on récupère les énergies pour la transformer autrement. Donc, c'est très bien. Et il ne faut pas croire, comme beaucoup de gens pensent, que de l'électricité est créée uniquement juste pour Bitcoin. Et même ce qui est fait sur cette partie-là, regardez un petit peu les papiers que je vous ai mis, par exemple, de Michel Kazaka. Je vous ai déjà expliqué tout ça sur notre X, notre Twitter, regardez un petit peu ce qui se passe, très important, mais on est en train, enfin le monde est en train un petit peu petit à petit de s'apercevoir que oui, le minage de Bitcoin c'est bon pour la planète. Donc s'il y a des écolos et tout qui m'écoutent et qui nous écoutent, franchement, postez un peu des messages là-dedans, je vous assure que le minage de Bitcoin est extrêmement important sur la dépollution de la planète et pour l'écologie, et je suis très sérieux. Donc étudions ça ensemble si vous voulez. Ça, on arrive sur la partie de Bitcoin pour finir les news. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai dit 50 milliards de fois. On a quand même un risque, bon alors 10 000 $, je vous l'ai dit que ce serait juste faire un petit pic en dessous, mais il y a quand même le risque que Bitcoin chute encore en dessous des 20 000, potentiellement 15 000, et lui il t'explique que ce serait potentiellement aux 10 000 $. Mais il n'est pas en train de dire que le Bitcoin est mort, il est au contraire en train d'expliquer, comme moi, que ce serait justement extrêmement sain pour l'avenir de Bitcoin de pouvoir respirer un petit peu maintenant, d'accord? Il vous explique sur cet article-là, c'est un expert, Bloomberg, analyste, bref, on s'en fout, c'est un peu comme moi, c'est mon métier d'être analyste là-dessus. Mais bon, vous m'écoutez pas, donc du coup, je vais présenter d'autres personnes. Il explique pourquoi Bitcoin pourrait tomber à 10 000 et pourquoi ce ne serait pas mauvais du tout pour Bitcoin. Donc regardez un petit peu cet article, c'est pas très long, ça vous explique pourquoi c'est intéressant.
Moi, je vous l'ai déjà dit 50 milliards de fois que ce serait sain de venir récupérer la liquidité qu'on a laissée au moins aux 20 000. Je dis pas qu'il faut aller aux 10 000 et potentiellement aux 16 000. Les 10 000, ça m'étonnerait quand même. On verra bien ce qui se passe, en tout cas s'il y a une crise ou quoi aux caisses. Mais ça peut être sain de récupérer ces trucs là et repartir doucement, d'accord? Il faut repartir doucement. On a eu des hausses trop rapides sur certaines news centralisées qui ne sont pas saines sur l'écosystème. Il faut repartir avec une adoption massive un petit peu sur cette partie là. Et après, oui, comme d'habitude, on aura un bull run, ça va exploser, on verra le Bitcoin à 150 000 voire 200 000 $ en 2025. On verra bien ce qui se passe. En attendant, c'est assez important. Tu as des analystes qui pensent ce truc là. Tu en as d'autres qui expliquent que non, là on peut pas aller plus bas. Tu en as d'autres qui font ces trucs-là. En tout cas, je vous dis pas qu'il faut croire lui, moi, eux, machin, etc. Le but du jeu, c'est que vous ayez un petit peu... C'est ce qu'on vous amène chez Blockchain Capital. Le but du jeu, c'est qu'on vous apporte les solutions, on vous apporte la réflexion. Et après, c'est à vous de réfléchir comme vous le souhaitez. Là, je vais vous montrer deux articles extrêmement importants chez CoinTribune. Ils aiment bien faire ce type d'article chez CoinTribune, c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder un petit peu ce qu'ils font. Donc je vous les montre et il faut absolument regarder ça si jamais vous êtes intéressé par l'écosystème crypto. Donc je vous mettrai bien évidemment ça sur le Discord, mais le premier c'est pourquoi on le préfère à toutes les autres cryptos, l'écosystème de Bitcoin. Et bien vous avez plein de raisons en dessous. La principale raison qui fait qu'elle est vraiment très intéressante, c'est que contrairement aux altcoins, la détention ne confère pas la propriété d'un fragment d'un bien ou d'une entreprise. D'accord? Contrairement aux matières premières. C'est-à-dire que Bitcoin est le plus décentralisé de tout, pas de tous, de n'importe quel autre crypto, parce que on ne connaît pas l'identité réelle de qui l'a créé. On a juste le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, point barre. On ne sait pas si c'est un I, un L, un E, on s'en fout. Et c'est le plus décentralisé possible, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument personne derrière, absolument personne pour l'influencer. Il y a juste du core dev Bitcoin qui s'occupe de gérer les crises et faire un développement pour améliorer certains points, etc. Mais le Bitcoin est lâché tout seul et c'est ça qui... Et le principal gros atout de Bitcoin comparé aux altcoins qui sont à chaque fois rattachés, même s'ils sont décentralisés, on les rattache quand même aux idées politiques, macroéconomiques, ce que tu veux, de quelqu'un. Tu vois, Vitalik Buterin pour Ether, Hoskinson tout à l'heure que je voulais montrer pour ADA, etc. etc. D'accord? Donc c'est bien, pas bien. En tout cas, ça fait partie des gens pourquoi Bitcoin est apprécié. Regardez les autres explications qu'il y a là-dessus. C'est très important. Et le deuxième article que je voulais vous montrer, c'est le symbolisme des monnaies et du Bitcoin. Regardez un petit peu le symbolisme de ce que c'est, de tout ça. Donc déjà, ils expliquent ce que c'est que le symbolisme. Et ensuite, ils font le truc sur le dollar, sur l'or. Et sur le Bitcoin. Donc franchement, regardez ces articles, lisez-les, c'est pas très long, il y a que quelques pages. C'est en français en plus, pour ceux qui aiment bien le français. Franchement, vous allez kiffer et ça va être très important. On a eu cette rumeur là qui est tombée. Alors passez là, ça c'est une pub. On a eu cette rumeur là qui est tombée ce week-end. Vous le savez, on a, bon c'est pas pour parler de la guerre en Ukraine et tout, mais on a Prigojine qui donc est décédé, et il serait potentiellement, alors c'est ce qui a été tombé, il serait potentiellement lié au 5e plus gros wallet de Bitcoin, et qu'en gros il aurait laissé derrière lui 2,6 milliards de dollars avec 94 000 Bitcoin, etc. C'est la grosse rumeur qui est tombée récemment, qui a quand même assez vite été démentie. Ou du moins a été vachement étudié. Et je vous le montre, parce qu'on en a déjà parlé, donc je vous montre un ancien point qui était tombé du coup le 4 août, parce qu'en fait, la rumeur qui est tombée maintenant, elle a été démentie avant, c'est quand même grave, enfin moi je trouve ça grave. Mais en fait, ces 94 000, 95 000 Bitcoin, normalement, sont liés avec le wallet en question. Ils sont liés au hacker de Bitfinex qu'on a appris du coup début août, qui s'est passé en 2016-2017, avec ses 94 000 dollars. Et ce wallet, je vous en ai justement parlé la semaine dernière, c'est le 5e wallet le plus important de Bitcoin et il est détenu par le gouvernement américain. C'est eux qui détiennent la clé. Quand tu regardes un petit peu ce qui se passe sur les trackers de crypto, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Arkham, etc., on a normalement quand même plus la sécurité de savoir que c'est le gouvernement qui l'a et pas Prigojine qui avait ces trucs là pour financer le truc. C'est juste que les médias aiment bien un peu balancer des informations dans ces trucs là et ça me fait doucement rire. C'est un petit peu le truc pour dire voilà le terrorisme, Bitcoin, blablabla. Bref, ça me fatigue. En tout cas on apprend, il faut à chaque fois faire ses propres recherches, c'est très important.
Voilà, j'ai fini de faire les news un peu avec vous, je vais rester rapidement avec ceux qui sont en live sur Twitch et sur TikTok. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes bien abonnés suite à cette vidéo les amis, j'espère que vous avez rejoint le Discord, c'est très important. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube, je reste avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à vous les amis, c'était Cryptéo pour le projet Evolution Capital. Ciao, excellente journée, semaine à vous.